Bonjour à toutes et à tous à la session d'aujourd'hui. C'est la nouvelle session du programme de formation 2024 de la Global Youth Coalition. Et aujourd'hui, c'est la première session du GRC Lab où nous allons avoir un workshop interactif et nous allons voir comment interagir avec des négociateurs à la COP. Je m'appelle Agustin Ocaña, je suis cofondateur de la Global Youth Coalition et je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voici ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Les objectifs du jour, nous allons apprendre à expliquer et comprendre un travail typique dans la COP pour un négociateur, comment se focaliser sur des sujets spécifiques de travail pour travailler avec les négociateurs, et comment imposer des idées principales et quel format utiliser, quelle terminologie utiliser, et quels sont les éléments de langage à prendre en considération. Donc, lorsque vous serez à la COP, c'est ce dont vous aurez besoin pour avoir le plus d'impact possible. Je vous présente également Myrna, et voici l'ordre du jour. Donc, vous pouvez dire bonjour à Myrna. Ensuite, nous aurons notre premier orateur jeunesse, Jenny Stengel. Ensuite, nous aurons Marie-Claire Graff, qui est cofondatrice de l'Académie des jeunes négociateurs. Et ensuite, nous aurons un débat avec des délégués du Chili, de l'Égypte et du gouvernement britannique. Et ensuite, nous aurons un espace pour les questions et réponses. Et ensuite, ce que vous préférez, les salles en petits groupes. Myrna, comment vas-tu? Je vais bien, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, je suis vraiment très heureuse de vous voir à nouveau. Aujourd'hui, la session est un peu différente parce que nous allons parler avec des négociateurs sur le terrain. Et tout d'abord, je vais présenter notre orateur jeunesse, Johnny Stingle. C'est un jeune activiste et un conférencier pour la justice climatique, l'atténuation du changement climatique et le développement durable. Il est convaincu que pour réaliser la transition mondiale à temps, il faut associer les différents acteurs dans tous les secteurs. Pour éviter de penser de façon cloisonnée, il assiste chaque semaine à diverses conférences et fait partie de plusieurs réseaux afin d'accroître l'impact collectif. Il a étudié la psychologie et le commerce et la gestion durable. Il a ensuite étudié 2 masters sur l'énergie globale et la politique climatique à l'université SOAS de Londres. Et il a également étudié la transition durable, les ODD et l'agriculture à l'université de Gießen. Il est également lobbyiste pour Fridays for Future et Diamond Zero. Il a participé 3 fois à la COP et je suis vraiment très heureuse de le présenter aujourd'hui. Bonjour. Je suis vraiment très heureux de rencontrer tout le monde, de voir d'autant de militants passionnés qui souhaitent augmenter leur impact pour la COP29 à Bakou. Et comme tu l'as dit, ce sera ma 6e conférence COP. Et au fil des années, j'ai accumulé de l'expérience pour savoir comment gérer ces négociations. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des principales stratégies que vous devez avoir à la COP. Je vais utiliser mon expérience et l'expérience des organisations avec lesquelles j'ai travaillé au cours des dernières années. Donc, tout d'abord, toutes les images que vous voyez sur les diapositives sont des photos prises à la COP ou à Bonn. Donc, si vous avez des questions sur ces photos, n'hésitez pas à les poser à la fin. La COP est un paysage mouvant. Il y a des réunions informelles, il y a des pavillons, il y a des ministres, il y a des hommes politiques, il y a la société civile. Donc chacun de ces groupes a son propre ordre du jour. Et donc vous avez un travail de lobbyiste et vous devez apprendre à naviguer entre ces différents acteurs. Il est important que de nombreux responsables politiques ont des
position déterminée par leur gouvernement. Ils ne peuvent pas changer complètement leur position, sur la base des informations que vous leur fournissez. Mais tout de même, vous pouvez les influencer, vous, en tant que lobbyiste. Peut-être que vous ne pourrez pas forcer un changement immédiat, mais l'idée, c'est de créer une relation, de leur, donner des arguments, d'essayer de créer un objectif sur le long terme. Avant de passer à l'environnement proprement dit de la COP, il faut, établir quels sont les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Il est facile de se perdre à la COP. Donc essayez de rester focalisé et essayez d'identifier les parties prenantes avec lesquelles vous devez parler. Par exemple, il n'est pas toujours efficace, d'aborder, les, ministres haut placés, mais vous pouvez essayer de, trouver d'autres représentants du gouvernement ou, de la société civile qui peuvent être, des personnes qui peuvent vous aider à avancer. Diapositive suivante. Faites vos devoirs avant de venir, donc préparez-vous. Pour faire du bon lobbying, il faut se préparer bien avant l'arrivée à la COP. Donc faites des recherches sur les délégués, vous devez comprendre leur position sur les questions climatiques, leur, expérience, leur trajectoire politique. Donc toutes ces recherches vous aident et donc pour être, un lobbyiste efficace, il faut se préparer des mois à l'avance. Diapositive suivante. Maintenant, vous avez identifié votre objectif, les personnes avec qui vous devez parler et maintenant vous devez essayer d'élaborer le bon message. Les décideurs sont bombardés d'informations à la COP. Donc il faut, vous distinguer, vous démarquer avec un, message cohérent. Selon les experts, il faut, identifier le problème et offrir des solutions. Voilà, c'est la clé d'un bon message. La plupart du temps, les responsables politiques sont conscients du problème et ce dont ils ont besoin, c'est de solutions pratiques. Il faut avoir un plan progressif, d'ici 2025 qui prennent en compte les coûts environnementaux et sociaux et selon les études, qui sont disponibles. Donc vous devez préparer quelque chose qu'ils peuvent utiliser et sur lequel ils sont responsables. Ils ont une responsabilité. Donc il faut aussi adapter le message à votre public. Certains politiciens veulent, conserver l'appui qu'ils ont, dans leur pays. Ça peut être dans certains pays, mais dans les petites, États insulaires, cela peut être différent. Alors qu'au Canada, les gens peuvent être focalisés sur le marché du carbone, par exemple. Autre élément important, créer des relations et des réseaux. Et donc faire cela de manière précoce. Essayer de créer une relation avec les acteurs clés. Vous pouvez le faire via des emails, via des réseaux sociaux, dans des événements pré-COP. Vraiment établir une connexion avant eux. Cette relation est importante parce que le lobbying n'est pas un jeu rapide, mais c'est un jeu sur le long terme. Essayez de démontrer que vous apportez de la valeur. Vous pouvez apporter des données utiles ou vous pouvez, leur présenter des personnes, influentes. À la COP, il est habituel de voir des délégués de différents pays, qui sont réunis et dans ces cas-là, vous devez, profiter de ces instants. Essayez, de les inviter à boire un café pour essayer de créer une relation avec eux. Et maintenant, essayons de parler, de ce qui se passe au sein des réunions. Les personnes ont plus tendance, à être, réceptives si elles vous voyez que vous faites partie de la même équipe.
Donc essayez de créer un terrain commun. Essayez de montrer que vous êtes intéressé par leur propre perspective. Essayez de leur poser des questions. Vous pouvez, tout simplement dire que, reconnaître qu'ils ont fait du travail difficile. Vous pouvez reconnaître la valeur de leur travail. Vous pouvez dire que nous sommes tous engagés, en faveur de l'application de l'accord de Paris, n'est-ce pas? C'est une manière de commencer. Parfois, dans les réunions, il est évident que les responsables politiques essayent de dominer la conversation, mais vous pouvez les interrompre de temps en temps de manière, subtile pour, essayer de montrer que vous avez bien compris leur message. Par exemple, pendant qu'ils parlent, vous pouvez dire: «Oui, oui, 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 et à part cela, j'aimerais ajouter, présenter un nouvel aspect. Donc, je voudrais, préciser ma question qui, portait sur tel ou tel point». Parfois, vous n'aurez pas beaucoup de temps, mais n'hésitez pas, si la conversation va dans un sens, d'essayer de, proposer que la conversation aille dans d'autres sens. Et ensuite, il faut avoir de nouvelles réunions, de nouveaux rendez-vous. Donc vous, lorsque, vous les rencontrez de nouveau, vous vous dites, «Voilà, nous nous sommes mis d'accord sur tel et tel point et voilà ce que nous aimerions maintenant». Ensuite, diapositive suivante. C'est difficile, d'avoir, des changements politiques significatifs après une première réunion, mais il faut être persistant. Il faut, faire un suivi après la conférence, envoyer des emails, de remerciements afin qu'ils n'oublient pas ce que vous leur avez dit. Le timing est important. Ils peuvent être, occupés, pendant longtemps, donc essayez de trouver les bons moments pour, essayer de leur parler. Essayez d'identifier les bonnes opportunités. Une autre stratégie importante, pour moi, c'est de se positionner comme quelqu'un qui peut connecter avec d'autres acteurs. Dans les petites, délégations qui n'ont pas forcément autant de réseau, si vous pouvez leur proposer de leur présenter des personnes, cela peut vraiment, être à votre avantage. Essayez de travailler également de manière collective. Essayez, de construire un front uni, c'est beaucoup plus difficile à ignorer que des lobbyistes, isolés. Vous pourrez exercer beaucoup plus de pression sur les décideurs. Il y a différents, réseaux de ce type. Les réseaux de NGO comme celui auquel je fais partie. Donc essayez vraiment de créer une voix collective, d'essayer de créer des consensus. Et maintenant j'arrive un peu à la fin, de mon intervention. Donc l'idée est de vraiment de travailler, avec d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, avec, des personnes qui ont différents, domaines d'expertise. Et essayez, dans tous les cas, de sortir de votre bulle. Essayez de convaincre des personnes hors de votre bulle. Donc, essayez de bien connaître, vos destinataires, travailler collectivement de manière, persistante. La COP peut sembler un peu, difficile avec beaucoup de choses, mais, vous pouvez sur le long terme réussir à faire vraiment un impact. Donc je suis vraiment, j'espère voir que vous allez apporter, votre passion et vos idées à la prochaine COP. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Maintenant, je vais, redonner la parole à Augustine pour nous présenter, notre, prochain intervenant. Merci Johnny, c'était vraiment bien d'écouter,
ton expérience et ce que je suis d'accord, c'est qu'il est très important de, créer des relations, lors de la COP et maintenant après Johnny, nous allons recevoir Marie-Claire. Marie-Claire est une militante de la jeunesse, une actrice du changement et elle travaille pour la transition juste, pour le développement durable et pour une action climatique ambitieuse. Elle est convaincue que les jeunes et les générations futures sont les destinataires des décisions d'aujourd'hui. Son objectif est donc de donner aux jeunes les moyens de prendre des mesures significatives. Pour ce faire, elle participe à plusieurs initiatives au niveau local, national et international. Dans le passé et aujourd'hui, elle a initié et a dirigé plusieurs associations et mouvements autour de l'action climatique, du développement durable, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, la transformation des systèmes alimentaires et de l'éducation. Cela l'a amenée à participer à la Semaine internationale de la durabilité. Elle a été vice-présidente du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires pour la jeunesse et elle a présidé la Youth Constituency Yungo de la Convention cadre de la CNUC. Grâce à son travail, elle a reçu plusieurs récompenses et prix, notamment le Youth Climate Champion des Nations Unies pour la Suisse. Elle est consultante au sein de World Future Council. Donc, Marie-Claire, éclaire-nous avec ton savoir et merci beaucoup de participer à cette aventure collective. Merci beaucoup, Augustine, et merci à toute l'équipe de m'avoir invité, d'organiser cette session si importante et merci de nous réunir. Parce que notre force principale est la force collective. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager avec vous ces informations, ces expériences. Et j'aimerais vous rencontrer à la prochaine COP si vous venez. Cette année, nous avons plusieurs COP, celle sur la biodiversité et celle sur le changement climatique notamment. Donc, je suis vraiment très heureuse et j'espère vous voir à ces prochaines COP. Donc, pour ce sujet, sur la relation avec les négociateurs, j'ai pensé vous présenter quelques diapositives, mais j'ai pensé également partager mon histoire. Et cela vous permettra de savoir comment ces espaces fonctionnent. Comme vous l'avez pu le voir dans l'intervention précédente, que ça peut donner des maux de tête. Mais cela peut être vraiment difficile. Il est important d'avoir une communauté qui vous soutienne, afin que nous puissions également nous reposer de temps en temps. Je suis intéressé par la justice climatique depuis très longtemps. J'ai grandi dans les montagnes suisses et nous voyons les glaciers qui fondent très rapidement. Et j'ai vu beaucoup les messages du WWF sur le fait d'éteindre la lumière, d'éteindre le robinet. Et je me suis dit, c'est bien, mais ce n'est pas forcément la solution aux problèmes climatiques. Et c'est comme ça que je suis devenue curieuse sur la politique. Lorsque vous êtes enfant et que vous parlez de politique, les gens vous disent: «Ah bon, tout d'abord grandis, après on verra» et en fait, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet et je pense que les enfants ont aussi leur place dans ce débat. J'étais beaucoup déprimé, à une époque en raison de ce que je pensais de l'avenir, sur le climat et je voyais bien que les choses changeaient dans les mêmes montagnes et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ont un lien, avec cela. Mais je suis heureuse, maintenant que nous ayons du vocabulaire pour exprimer, notre sentiment et c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'entre nous et au fil des années, j'ai essayé de transformer ma négativité, mon angoisse en quelque chose de positif, en un moteur et cela m'a permis de travailler, dans la nature, dans l'environnement et j'ai travaillé dans différentes, organisations de la jeunesse et ensuite j'ai eu, l'opportunité en 2007 de participer à ma première COP et vous pouvez vous imaginer, parce que c'est peut-être votre première COP, mais à l'époque, nous n'avions pas, beaucoup d'outils de, formation comme aujourd'hui. C'était vraiment incroyable de rencontrer des jeunes du monde entier.
À l'époque, nous avions des conférences de certains scientifiques importants. C'est très important, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai étudié, la science climatique, la climatologie, mais ce n'est pas suffisant parce qu'un jeune peut dire, «Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que signifient tous ces sigles?» Et moi, j'ai eu des formations de différentes organisations et quand je suis allé là-bas, j'étais, vraiment prête, je comprenais tout. J'ai commencé par participer à la conférence de la jeunesse, c'était vraiment fun. Et j'espère que je vous recommande d'y aller lorsque vous serez, là-bas. La conférence jeunesse qui est organisée par Yongo et d'autres organisations et ensuite, lorsque je suis allé à la COP, j'étais préparé, j'avais, quelque chose à dire et je pensais que tout le monde allait m'écouter, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, en fait. Je savais quels étaient les différents acteurs, différentes parties prenantes, mais donc ce sont, des négociateurs. Je vais parler un peu plus lentement. Nous avons des jeunes observateurs, des activistes, des chercheurs, des entrepreneurs et le défi, c'est de savoir comment trouver sa place, comment faire du lobby auprès des négociateurs. Parce qu'on ne peut pas on n'a pas le droit de veto sur les propositions. Mais en fait, au bout du compte, ma première COP était vraiment un désastre. J'ai J'avais du mal, avec l'anglais. Je pensais que j'allais tout comprendre, mais en fait, j'avais du mal à comprendre. Je n'ai pas réussi à vraiment contribuer de manière significative. C'était une bonne expérience, mais je pensais que je n'allais jamais revenir. Mais ensuite, j'avais quand même des amis, il y avait toute une communauté qui, m'ont dit de revenir et j'ai commencé à apprendre plus sur la structure, sur les différentes, possibilités de participer et les différents, leviers qui existaient. En tant qu'observatrice, je peux dire certaines choses que les négociateurs ne peuvent pas dire. Même si en tant qu'individu, ils voudraient dire certaines choses, ils ne peuvent pas. J'ai, fait un suivi sur le long terme de ces thématiques. J'ai appris de plus en plus, sur le sujet. N'essayez pas de tout, de faire le suivi de tout. Essayez peut-être d'avoir un sujet particulier, un sujet, spécifique. Moi, j'étais sur les questions comme le genre, l'agriculture et la technologie, pas tous en même temps, mais tout au long de mon expérience, j'ai eu ces différentes, spécialités. Donc à chaque fois, je choisissais un ou 2 sujets, j'essayais de faire le suivi, d'approfondir et ma recommandation, ce serait de prendre des notes. Cela vous permet de vous focaliser et après d'essayer de relire ce qui a été dit. Vous pouvez également aborder vos délégations, vous pouvez demander des réunions. Vous pouvez demander des réunions. Vous pouvez également trouver, les noms des personnes de référence, que vous pouvez trouver ça sur les sites, par exemple et ensuite vous pouvez leur écrire par email. S'ils vous ne répondent pas, vous pouvez essayer d'envoyer un rappel. Ensuite, essayez de communiquer avec eux. Si, heu Si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez éventuellement, les rencontrer lors de la COP. Par exemple, si vous avez étudié au Pérou ou s'il y avait, des négociateurs sénégalais très importants, très intéressants, vous pouvez les aborder. Ce sont des humains. Ils ont des titres académiques, ils ont des titres et cetera. Ça peut être intimidant, mais ce n'est pas une raison pour ne pas leur parler. Moi, je n'ai jamais regretté d'avoir parlé à quelqu'un, mais j'ai regretté parfois de ne pas avoir parlé à quelqu'un et des fois je me dis: «Oh mon Dieu, j'aurais dû lui parler» et cetera. Donc je vous encourage
essayez d'être prêt le plus possible, essayez de savoir ce que vous voulez, essayez de savoir à qui vous voulez parler. J'ai pris des notes et je l'ai envoyé à la délégation suisse et je leur ai dit que ce serait bien d'avoir, tel point à aborder, mais bon, ils avaient déjà leurs arguments. Et ensuite, 2 ans plus tard, j'ai été appelé par l'office de la présidence de la Suisse qui m'a invité pour faire partie de la délégation suisse en tant que représentant de jeunesse. J'avais à l'époque, le syndrome de l'imposteur, mais on m'a convaincu et finalement j'ai accepté et donc j'ai fait partie de la délégation suisse et en fait, là, il s'agit de construire une relation. Moi, j'ai été persistante, j'ai fait des recommandations, je leur ai parlé tout au long de l'année et je pense que ça leur a permis de comprendre qui j'étais, qui était cette personne, qui faisait des grèves de Fridays for Future et je pense que c'est la beauté de la jeunesse. Nous pouvons aller, sur sur différentes réunions, dans différents domaines, mais il faut, ne pas oublier qui on est et quelle est notre particularité. Il ne faut pas confondre les gens. Donc je suis devenue négociatrice. C'était vraiment, une, une expérience, très, passionnante, mais aussi désastreuse en même temps. C'était, très bien d'être assis à la table, mais c'était aussi difficile de savoir, que j'étais la seule personne jeune à la table et de n'avoir personne à qui parler. Mais j'ai aussi compris que les négociateurs sont des humains, ils ne savent pas tout et des fois ils ne connaissent pas tous les acronymes que vous utilisez et vous voyez, eux aussi peuvent se sentir stupides parfois. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Il y a peut-être un manque de femmes, un manque de certains groupes et j'ai eu des problèmes de santé mentale à l'époque parce que moi j'étais perfectionniste et je n'arrivais pas à ce que je voulais obtenir et j'ai remarqué que, il faut des structures pour soutenir les jeunes. Il y a des, personnes jeunes qui sont brillantes, qui aimeraient beaucoup assister leur délégation. Mais parfois, ce sont des délégations qui sont petites, qui n'ont pas de moyens financiers et cela crée vraiment une inégalité entre les délégations parce que, si vous n'avez pas de place, si vous n'êtes pas dans la réunion, on n'entend pas votre voix. Donc il faut avoir votre représentation dans la salle et il faut le faire sur le long terme et cela peu importe si vous êtes jeune ou expérimenté. Et parfois, il y a l'idée que les jeunes sont là pour, juste, cocher une case. Mais moi, ce que j'essayais, de dire avec Yongo, c'était, qu'est-ce que nous apportons en tant que jeunes à la négociation? Qu'est-ce que nous apportons aux négociateurs? Dans quelle mesure, est-il important que notre voix soit entendue, à la table des négociations? Comment est-ce que les jeunes peuvent contribuer de manière effective à la table des négociations pour, rompre le statu quo? Et j'ai créé pour cela l'Académie des jeunes négociateurs avec une, collègue et c'était l'objectif, vraiment de former les jeunes, de les assister, de leur donner, tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils n'aient pas à passer par une période difficile mentalement et qu'ils n'aient pas à penser, qu'ils sont des imposteurs. Donc cette académie forme actuellement 400, jeunes négociateurs et jeunes, diplomates, dans des pays du monde entier pour la COP, climatique, mais aussi pour la COP de certification et nous travaillons également, sur la COP de la biodiversité qui va avoir lieu en Colombie et l'idée, c'est vraiment, d'apporter un leadership intergénérationnel et divers. De cette manière, nous pourrons travailler avec différentes voix et nous pourrons ainsi avoir les capacités, la communauté, les, moyens financiers et le soutien de nos pays et je pense que c'est cela le but du leadership des jeunes.
Il faut une justice climatique et intergénérationnelle. Parfois, ces systèmes multilatéraux peuvent être, vraiment abstraits et on n'a pas forcément confiance en eux. Mais en ces moments de crise, pour qu'il y ait, une justice climatique, il faut un système multilatéral pour vraiment trouver une solution à cette crise. Et la voix des, jeunes doit être, entendue non seulement en tant qu'observateur, mais aussi à la table de décision. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment très, bien de m'accueillir. Je vais vous donner mon mail dans le chat et si vous voulez me voir, à la COP, je suis vraiment très heureux de vous parler. Merci beaucoup. C'était vraiment impressionnant, très inspirant. On se sent vraiment, projeté dans l'histoire et de ces questions de santé mentale. Nous voulons vraiment, créer un impact et c'est très important de savoir tout ça. Et maintenant, je vais présenter, le prochain orateur, Amy Campbell. J'es j'ai oublié la chose suivante, n'oubliez pas que nous allons envoyer 5 personnes, d'entre vous à la COP 29. Donc, remplissez le formulaire que nous avons préparé pour vous et ensuite nous allons vérifier. Donc après cette session impressionnante avec Marie-Claire, n'hésitez pas à récupérer son email, elle est vraiment, très serviable. Et maintenant, je vais vous présenter les 3 délégués jeunesse qui vont nous parler aujourd'hui. Nous allons commencer par Amy Campbell. Amy développe une politique d'adaptation aux catastrophes climatiques à l'Université de Columbia avec le Centre national de préparation aux catastrophes de Columbia. Elle est boursière Fulbright à Columbia après une interruption de carrière au sein du gouvernement britannique où elle était négociatrice de la CNUC. Elle a travaillé dans le domaine de la diplomatie climatique en suivant un parcours de politique climatique dans le cadre du Fast Stream de la fonction publique britannique. Elle a dirigé un réseau sur le climat et l'environnement et c'est un réseau qui est en train d'être déployé dans l'ensemble du gouvernement britannique. Elle a été sélectionnée pour le programme Cohort 2040 en 2023 et elle s'est intéressée aux approches politiques de la polycrise que nous vivons actuellement. Elle travaille actuellement avec la Fondation Rockefeller et le National Center for Disaster Preparedness. Elle Nous avons également, Luigi Romuzzi, mon ami, qui est cofondateur de la Global Youth Coalition. Elle a 19 ans. C'est vraiment un super héros. À 16 ans, elle a été reconnue pour son dévouement aux solutions technologiques durables. Elle a remporté la première place du concours régional d'innovation durable Tatawar. Elle a créé un filtre innovant à microplastique qui sera installé dans la mer Rouge, dans la superbe mer Rouge. Et elle est intervenue à la table ronde de la jeunesse des Nations unies dans la COP 27. Moi, j'y étais là et elle a été ovationnée par Antonio Guterres. Elle a créé la Global Youth Coalition ensuite et c'est la deuxième édition de ce programme. Lutti est cofondatrice et vice-présidente de la Global Youth Coalition, comme je disais. Elle est la plus jeune négociatrice de l'histoire de l'Égypte. Elle représente la jeunesse du pays dans les négociations sur le climat en tant que membre du comité consultatif national de la jeunesse égyptienne. Elle est responsable, à ce titre, des négociations sur les pertes et dommages et se concentre sur l'économie bleue, la santé des océans et les législations océaniques au niveau national. Et enfin, nous avons mon cher Gennaro Godoy, qui est un délégué du Chili. Vous l'avez peut-être vu lors de précédentes sessions, ou vous l'avez peut-être entendu dans des réunions de l'ONU. Il a commencé comme activiste climatique dans des manifestations et des projets sur l'éducation environnementale et l'agroécologie.
Il est l'une des personnes qui a été là lors de la création de la Global Youth Coalition à Sharm el-Sheikh, COP27. Et ensuite, il est devenu l'un des points de contact du groupe de travail finance et marché de Yungo. Et maintenant, il a été sélectionné comme jeune négociateur pour la délégation chilienne pour la COP29. Mais avant tout, Jen est un ami et il fait partie de la tribu qui veut sauver la planète Terre. Et donc, maintenant, je n'ai rien d'autre à dire. Ce sont des personnes impressionnantes. Donc, prenez la parole. Bravo, quelle énergie pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre les slides à l'écran? Alors, bonjour à tous. Il y a beaucoup de pays représentés. Burundi, Zimbabwe, Hong Kong, la Belgique. C'est la planète entière qui est représentée. Alors, Johnny et Marie-Claire l'ont très bien résumé. Donc, j'ai beaucoup utilisé mon expérience personnelle pour mon travail. Alors, très rapidement, car je veux laisser la place à des questions ensuite. Alors, j'ai commencé ma carrière au sein du gouvernement britannique et puis j'avais hâte d'aller à la COP27 en tant que déléguée des jeunes. J'ai adoré l'énergie. J'ai vu que je pouvais rentrer dans une salle et il y avait 30 ou 40 pays représentés. J'ai adoré cette énergie et je savais que c'était fait pour moi. Donc, je suis passée d'un poste sur le climat, les politiques climatiques nationales, avec les stratégies, le budget, les négociations, et j'ai demandé à faire partie de l'équipe de négociation britannique. Donc, je suis entrée dans l'équipe des jeunes dans le cadre de la délégation, et c'était peut-être l'un des postes les plus stressants, mais les plus épanouissants de ma carrière. Et je suis toujours dans la question, je suis beaucoup la question des catastrophes climatiques. Je travaille pour la question des États vulnérables comme les pays subsahariens ou petits États insulaires en développement. Alors, mon quotidien en tant que négociatrice, car je vais être très transparente, je crois qu'on n'en parle pas assez. Je crois que Johnny en a déjà bien parlé et de façon très claire. Alors, au quotidien, je me lève à 4h30, peut-être, je me prépare et je commence à lire les documents qui ont été publiés la veille. Je les annote et j'en parle à mon équipe. Ensuite, je m'étire un petit peu, je vais prendre mon petit déjeuner et à 6h30, je pars. Je vais parler de travail avec mes collègues. Vous aurez à 7h la délégation qui se réunit. Généralement, nous avons travaillé dès 8h le matin. À Dubaï, il fallait une 30 minutes pour aller sur le site, donc on lisait dans le bus encore une fois. Et l'horaire, c'est de 9h à midi et ensuite pendant l'après-midi 3 ou 4 heures. Les négociations s'étendent jusqu'à tard dans la nuit. Parfois, on peut attendre pendant des heures les documents et tout. Il faut tout réorganiser, mais ce sont des jours imprévisibles, plein d'adrénaline, où on attend la prochaine étape. Toutes les conversations sont utiles. Et puis, en tant que négociateur, je dormais peu car en tant que négociatrice, il fallait partir une semaine à l'avance. Donc, il est difficile de décrire la grande fatigue puisque chaque minute doit être optimisée. Je dois toujours travailler avec mon équipe, vérifier WhatsApp, écrire des documents. Mais c'est l'un des emplois les plus passionnants que j'ai jamais occupé. Et comme Johnny l'a dit, alors comment on arrive à ce poste qui nous envoie à la COP? Et je pense que c'est important quand on se demande, quand on envisage d'être négociateur. Nos postes sont assez fixes au sein du gouvernement britannique. Donc, il y a un groupe et c'est en août de l'année que l'on négocie pour prendre part à la COP. On commence dès l'été
Ce sont, des négociations qui nous poussent à faire des compromis avant même d'arriver à la COP et il faut travailler avec les gouvernements avant même d'arriver à la COP et donc il faut participer, à tout un processus de négociation avant même d'arriver sur le site de la COP et il y aura toujours des oppositions sauf s'il y a un sujet qui fait, consensus. Alors, en ayant cette organisation à l'esprit, alors comment avoir une relation avec les autres négociateurs quand on est si fatigué, quand le planning est si chargé? Eh bien, c'est la même chose que dans toute négociation, il faut poser des questions très claires et si on veut faire du lobbying, eh bien, il faut être très réaliste. Il faut proposer des petits changements au texte et il faut faire en sorte d'avoir le plus d'alliances possible. L'une des responsabilités, c'est, les implications économiques des politiques économiques, écologiques et il faut avoir les capacités nécessaires pour, répondre aux engagements de Paris et il faut faire des, recommandations sur, les mesures et ça, c'est quelque chose que je peux faire remonter. Encore, je peux demander à mes gouvernements si je peux peut-être avoir des entretiens avec eux et une petite anecdote que j'aimerais vous raconter. J'ai déjà passé 5 heures, pardon, à négocier une seule phrase. Une phrase pour 5 heures. Donc il faut faire attention avec le contenu. Qu'est-ce qui bloquait les négociations? Qu'est-ce que le groupe aurait pu faire différemment? Est-ce qu'il y a des faits sur l'atténuation, la mitigation? Est-ce qu'il y a des doublons entre les différentes, positions? Peut-être des choses qui m'ont échappé parce que j'étais trop fatiguée? Est-ce qu'il y a des choses que j'ignore que vous connaissez? Comment je dois aborder ces sujets? Car vous avez le pouvoir à la COP et il faut comprendre l'ambiance, alors que moi, je croule un petit peu sous un seul sujet. Donc l'objectif, c'est d'avoir une solution classique, claire, que l'on peut facilement appliquer et le processus, c'est la substance. La CNUC peut être un petit peu, tendue et vous le verrez si vous faites partie de la COP et de toutes ces heures de négociation, mais il y a souvent une façon de débloquer la conversation et de faire avancer le dialogue. Parce que tous les pays ou presque veulent quitter la COP en ayant fait des progrès. Donc ils finiront par agir et je vais passer, maintenant la parole à Lujin. Bonjour à tous et à toutes. Amy, c'était vraiment très intéressant. Je crois que tu l'as tout dit en un temps record. Je vais demander, la slide suivante. Merci. Alors, des conseils maintenant pour un engagement productif avec les différents négociateurs. Mon premier conseil, et je vais revenir à ce que Amy a dit, n'oubliez pas que vous parlez à des gens qui n'ont peut-être pas dormi, pas mangé depuis des jours, qui sont bloqués sur le même rapport depuis des semaines, voire des mois, et ce sont des personnes qui sont juste exténuées. Donc il faut le garder à l'esprit quand on parle avec ces personnes. Alors, cette interaction avec eux ne durera que quelques semaines, que quelques minutes, car ils n'auront peut-être pas trop le temps de parler avec vous. Donc la question, c'est à qui aborder? Vers qui aller? Vers qui se tourner? Et avec qui vous allez utiliser ces 2 minutes? Souvent, on fait une erreur, commune, c'est d'aller voir les personnes qui sont tout en haut de l'échelle, donc un négociateur haut placé. Mais cette personne ne pourra pas vous aider car cette personne n'est pas forcément libre et ne pourra pas beaucoup vous écouter et même si c'est le cas, eh bien, on vous renverra vers quelqu'un d'autre, donc la personne tout en haut devient un peu l'intermédiaire et n'ont pas forcément le temps de faire ça. Donc mon conseil, c'est de commencer par quelqu'un moins haut placé. Cherchez quelqu'un qui a le temps de vous écouter, qui a aussi le temps de vous rediriger, peut-être de faire passer vos revendications, vos suggestions à quelqu'un plus haut dans la hiérarchie grâce à leur réunion. Donc ça, c'est mon premier conseil. Deuxièmement, être concis.
Alors lorsque vous abordez quelqu'un, comme j'ai dit, la personne sera fatiguée, leur cerveau est un peu surmené, donc vous ne pouvez pas forcément vous écouter. Donc présentez-vous rapidement en 15 secondes. 2 phrases, 3 en disant: «Bonjour, je suis Lozi, je viens d'Égypte, je travaille avec les jeunes négociateurs de l'Égypte et je fais également ci et ça suffit, pas besoin de dire plus. De toute façon, ils ne se souviendront peut-être pas du reste, même si ça vous paraît très important. Ces personnes le sont sans bien elles ne s'en souviendront pas puisqu'ils sont beaucoup trop fatigués. Alors si vous n'avez pas beaucoup de temps, que faire? Les personnes n'ont pas la capacité énergétique de vous écouter beaucoup. Alors il faut faire du réseautage. Donc trouvez quelqu'un dans la salle, allez parler à cette personne, prenez sa carte de visite, soyez amical. Peut-être que vous pouvez leur indiquer où aller, s'ils sont perdus, voilà, faites un petit lien humain et c'est comme ça que cette personne se souviendra de vous. Sauf si véritablement c'est un sujet qui est pressant, vous n'avez plus que 48 heures, peut-être que là, il faut agir plus vite. Alors, mon conseil un peu infaillible, en plus d'être, amical et sympathique, il faut que cette personne se souvienne de vous visuellement. Donc vous avez échangé les coordonnées, vous pouvez leur envoyer un mail à la fin de la COP. Mais comment ils vont se souvenir de vous alors qu'ils parlent avec tant de personnes chaque jour? Ce que je leur demande, c'est de prendre une photo. On fait une photo rapidement et quand j'envoie l'email, je leur envoie la photo et je leur dis: «Voilà, est-ce que vous vous souvenez de moi? On s'est rencontrés à tel événement de la COP» et puis c'est souvent comme ça qu'on a une réponse parce que c'est pas une personne qui sort un peu de nulle part. On a vraiment une photo, on a un visage. Alors pour simplifier, ce ce processus, donc avoir une revendication, une demande spécifique. Ne pas simplement aller voir une personne et dire: «Voilà, vous parlez de ça, vous négociez ci, ça» et dire: «Il nous faut plus de financement». Non, c'est pas une bonne façon d'approcher la personne. Ils ont déjà entendu ça pendant des milliers de fois. Donc assurez-vous que vous demandez quelque chose de réaliste, qui soit unique et que ce soit quelque chose de faisable. Parce que comme Émile l'a dit, tout d'abord, ils ne représentent pas eux-mêmes, ils représentent tout un pays et ils préparent, à leur présentation des mois avant la COP. Donc c'est difficile pour eux de changer quoi que ce soit. Mais si c'est le cas, eh ben, je pense que vous avez remporté une victoire. Donc il va falloir déchiffrer les personnes, choisir qui vous allez aborder. Je vois 2 négociateurs qui se disputent. Je ne vais pas y aller en plein milieu d'une discussion ou d'une discussion un peu mouvementée et dire: «Bonjour, voilà, c'est moi». Vous allez, les embêter encore plus, ils sont fatigués, donc analysez les personnes, assurez-vous que c'est le bon moment et trouvez également une personne. Et il faut savoir qui est cette personne avant d'aller lui parler. Il faut avoir un peu de contexte, un petit peu d'éléments, de choses à lui dire et ensuite être amical et aller droit au but, prendre la photo, prendre les coordonnées et puis rediscuter plus tard après la COP. Diapositive suivante. Alors qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, je vais vous donner mon avis. Donc comme ma collègue l'a dit, alors il faut être très précis. Donc, assurez-vous d'avoir lu le rapport et les documents correctement, que vous êtes à jour, que vous savez vraiment tout. Si vous vous concentrez sur un sujet, assurez-vous de vraiment savoir toutes les dernières actualisations sur ce sujet. Et n'oubliez pas que les petites victoires ont parfois le plus grand impact. C'est que lorsque vous demandez quelque chose de peut-être petit, c'est plus susceptible d'être adapté et c'est comme ça que vous gagnez de la crédibilité auprès des négociateurs et puis ensuite vous pouvez demander plus. Mais dès le début, il faut commencer doucement et puis petit à petit être plus ambitieux et demander des choses au cours de l'année, pas seulement la COP. Et ensuite, essayer d'ajouter des choses au texte, pas forcément de retirer. Je ne donne pas toujours ce conseil, mais parfois, dans certains contextes, c'est difficile de retirer quelque chose du texte.
Mais si vous avez une suggestion de quelque chose qui vous paraîtrait une bonne chose à ajouter, dans ce contexte, vous pouvez vous concentrer sur ajouter plutôt que retirer, parce que plus tard, des choses vont être retirées quand, quand ils verront que votre ajout est utile et peut servir d'alternative. Donc ne vous concentrez pas sur l retirer et les retraits car ils le feront eux-mêmes au final. Proposez plutôt une alternative. Et puis n'oubliez pas que les négociateurs représentent le pays, ne parlent pas en leur propre nom, donc je ne vais pas m'attarder car on en a déjà parlé. Et ensuite, ne réparez pas ce qui n'est pas cassé. N'ayez pas l'idéologie de certains. Certains pensent qu'il faut de la croissance pour la croissance. Et si vous dites, je veux améliorer ce texte, mais il n'y a rien de mauvais, en fait, vous êtes contre-productif. Si un pays s'est engagé à hauteur de 30 millions pour un budget, n'allez pas voir le négociateur du pays pour dire: «Non, nous avons besoin de 32 millions». Vous n'allez pas faire de différence. Votre temps, votre énergie, vos recherches pourraient être mieux employées sur autre chose qui aura de meilleures répercussions. Alors, ma suggestion pour cette année. Alors le premier, c'est la ratification, du traité sur la les hautes mers. Donc si vous connaissez mal ce traité, c'est un accord qui établit des zones de protection marine, en pleine mer. Je ne vais pas, rappeler à quel point l'importance, des océans dans le changement climatique, je pense que vous le savez très bien, vous connaissez ce sujet. Mais il y a un problème avec le traité sur la haute mer. C'est que beaucoup de pays l'ont signé, mais trop peu de pays l'ont ratifié. Donc ils l'ont signé, mais en fait, la ratification, c'est l'application véritablement. Et je pense que c'est doit être une des priorités de cette année. Surtout au vu que dans ce traité, il y a un objectif qui est de protéger 30 des océans d'ici 2030 et moins de 3 de nos océans sont actuellement totalement protégés de nos jours. Et c'est véritablement une priorité et je vous recommande de chercher des négociateurs qui travaillent sur les pertes et les dommages parce que c'est véritablement pertinent pour leur domaine d'action. Sujet suivant. Et un autre, sujet, ce sont l'intégration de solutions basées sur la nature dans les contextes urbains et agricoles. Il y a énormément de solutions naturelles qui sont très bonnes, qui ne demandent pas énormément de financement. Elles sont beaucoup moins onéreuses que les alternatives. Et si vous ne connaissez pas les solutions basées sur la nature, c'est d'utiliser la nature pour répondre à un problème du climat. Donc la mangrove, les récifs de corail, la forêt, l'océan, etc. Ce sont des solutions basées sur la nature. Et je vous recommande d'aller voir les négociateurs qui travaillent sur l'atténuation et l'adaptation, ainsi que pour les pertes et les dommages. Et pourquoi est-ce que je vous parle des contextes urbains et agricoles? Car nous voyons un très bon exemple qui a commencé à être appliqué en Australie. C'est un type d'algue qui poussent dans l'océan et quand ils prennent ces algues et ils les donnent à manger aux vaches, ça réduit les émissions, des vaches de 80. Donc en changeant quelque chose de l'alimentation du bétail qui est très peu onéreux et cela va réduire de 80 les émissions de l'agriculture, c'est énorme. Donc c'est assez facile, c'est peu onéreux et tous ces éléments, vous pouvez très facilement en convaincre un négociateur de l'ajouter au texte. Ah, il faut garder un œil sur la montre, s'il vous plaît. Alors voilà d'autres ressources que je vous recommande. Il existe également des podcasts, des documentaires. Je pense que vous devriez consulter le document qui figure sur le site de la CNUC. Ce sont mes sources d'information. Et pour terminer, j'aimerais vous dire qu'à la COP, quand vous êtes jeune, vous n'avez
pas d'autre avantage que vos recherches et votre cerveau. Donc assurez-vous d'avoir fait vos recherches, de savoir ce dont vous parlez et d'avoir toutes les informations pour être pertinent et crédible. Parce qu'on va essayer de vous convaincre que c'est faux et de, vous contredire. Donc il faut pouvoir vous défendre, d'avoir un argumentaire et ça, c'est votre cerveau. Voilà mon conseil. Donc je vous remercie. C'est la fin de ma présentation et je passe maintenant la parole à Jen. Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver pour, ce programme pour les jeunes et je suis heureux d'occuper une nouvelle position au sein du groupe des négociateurs des jeunes pour la COP29. Pour, continuer, je ne sais pas si on peut encore mettre des slides à l'écran. On peut aussi partager l'écran, c'est une possibilité. Alors, vous pouvez également être observateur de la COP. L'interprète s'excuse, le son de l'orateur est très mauvais. J'aimerais vous donner des conseils sur la préparation de la COP. Expliquer que vous n'êtes pas seul, vous êtes peut-être stressé, vous avez peur, mais vous n'êtes pas seul. Et moi-même, j'avais très peur quand j'y suis allée pour la première fois. Je vous conseille de vous rapprocher des différentes circonscriptions. Et comme l'a dit la personne avant moi, si vous êtes intéressé par un sujet, il faut être vraiment presque incollable sur ce sujet. Il faut bien savoir quelles sont les recommandations. Alors, est-il possible d'utiliser un micro plutôt que les AirPods car le son est très mauvais? Est-ce que c'était à cause du ventilateur? Ah, je m'excuse. Ah, il fait chaud, mais vous savez, c'est la faute du changement climatique. Alors, il est très important de ne pas travailler seul. Il faut travailler avec votre groupe, avec votre organisation et avoir une feuille de route pour influencer les négociations. Mais il faut aussi rappeler que les négociations, ce n'est pas la seule chose qui se produit à la COP. Et ma collègue a parlé du traité sur la haute mer. Il y a également des accords multilatéraux, mais qui ne font pas forcément partie de la COP, la CNUC, mais qui sont évidemment très importants. Il est nécessaire de protéger l'un des plus grands écosystèmes qu'est l'océan. Alors, il y a beaucoup de choses qui se produisent en parallèle à la COP. Et nous sommes des acteurs incontournables, politiques, et nous pouvons influencer pour avoir plus d'ambitieux. Donc, je vous recommande de prendre en compte la fatigue de vos interlocuteurs. Nous sommes tous humains. C'est un processus humain, donc il faut prendre en compte la fatigue. Donc il faut plus que possible utiliser les espaces dans les pavillons, les points de contact nationaux. Il y a parfois des représentants des ministères qui peuvent véritablement avoir un impact sur le terrain. Vous pouvez travailler avec des alliances, construire un réseau, et puis peut-être limiter un peu le stress de ces personnes. Alors, cette section, c'est des manifestations en proposition et l'objectif est de comprendre, c'est que nous sommes une circonscription où nous pouvons faire des propositions à l'avance. Donc, n'hésitez pas à préparer vos idées et participer à des événements. Alors, à la COP27, il y avait tellement d'événements parallèles que nous avons improvisé, en fait. Nous allions voir les différents pavillons et ça a fonctionné.
Il faut aussi savoir qu'il y a des possibilités avec différentes parties prenantes. Vous pouvez avoir des rencontres bilatérales, vous pouvez poser des questions après leurs interventions. Il y a la possibilité de demander, des déclarations et de faire des manifestations et c'est pourquoi vous verrez toujours des négociateurs parler et être dans les couloirs. Et les manifestations sont souvent très puissantes. Il y a même des députés parfois qui rejoignent nos rangs et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, voilà à quoi ressemble une de nos journées. V On commence très tôt le matin, nous avons la coordination avec les circonscriptions. On parle avec les récep les négociations. Nous avons d'autres événements parallèles, des repas et cetera, qui sont des occasions de plaider notre cause. Alors, je voulais parler de la déclaration des négociateurs jeunes de l'an dernier. Certains faisaient partie de la délégation chilienne et l'objectif, c'était d'avoir un élan politique autour de l'engagement des jeunes dans les délégations, dans le cadre de la CNUC et je mettrai le lien dans le chat, comme ça vous pourrez le lire, tranquillement et ça, c'est, hem un appel aux différents partis de rejoindre l'engagement des jeunes, de le faciliter grâce à l'implication de l'application des CDN et des délégations des jeunes. Donc, c'est des choses que nous avons élaborées au cours des dernières années et il y a différentes façons d'y arriver et on encourage, on recommande d'être progressif avec le temps, d'y aller petit à petit et puis de travailler de façon significative avec, les délégations. Donc l'une de nos priorités de la COP29, c'est, d'avoir plus de signatures sur cette déclaration pour avoir un élan politique. Ça sera également l'occasion de travailler avec les négociateurs jeunes et c'est là que nous aurons besoin de vos contributions et il faut aussi de savoir comment on peut prendre plus de décisions liées à l'engagement des jeunes au sein de la CNUC. Et en plus de la déclaration, donc peut-être, voir la COP 30 comme l'un des principaux objectifs. En effet, ce sera une COP, très particulière qui nous permettra de voir comment, les faits sont en adéquation avec les recommandations du GIEC et je m'arrête et nous pouvons, prendre des questions maintenant si vous en avez. Merci à tous, merci à toutes. Nous sommes un peu en retard, donc nous allons pas pouvoir écouter toutes les questions. Il y a des personnes qui, étaient un peu frustrées de ne pas participer à la négociation. Quelle est la meilleure manière de participer aux négociations? Je peux essayer de faire, 2 commentaires. Chaque délégation, travaille de manière spécifique. Donc, je vous encourage à ne pas être, désespérés, de prendre votre temps, de créer une relation de confiance avec vos délégations, essayer de travailler le plus tôt possible avec vos délégations, essayer de faire le suivi de leur position. Si vous n'atteignez pas vos fins, dans cette COP, vous pouvez toujours continuer à faire un suivi par la suite. Donc il n'y a pas, une seule ch il y a différentes chances dans la vie. Donc si ce n'est pas la bonne, il y en aura d'autres. C'était vraiment une très bonne réponse et moi, j'aimerais dire qu'il faut essayer d'aller voir, un point de référence. Il y a un point de contact, un point focal dans votre pays et il y a la partie lobbying, la partie avec le lobbying. Ensuite, essayer de voir, de rencontrer, les différents, ministères, essayer de voir quel ministère est compétent pour, quel domaine.
Moi, je souhaite être transparent. Cela m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir parler au ministre. Donc, tout le monde n'est pas... c'est difficile pour certaines personnes, mais essayez quand même de trouver quelqu'un dans les ministères, envoyez-leur un message et essayez ainsi d'entamer le processus. Et ensuite, une autre question. Comment est-ce que les personnes peuvent avoir plus d'influence sur une politique climatique à la COP? Moi, je peux y répondre peut-être. Donc, essayez de jouer sur le long terme. Peut-être que vous n'aurez pas d'influence sur cette COP, mais ce que vous faites sur cette COP et les connexions que vous réalisez dans cette COP pourront avoir une influence sur la COP suivante. Donc, il faut avoir un plan, une stratégie, il faut avoir des demandes spécifiques, vraiment très spécifiques, et vous devez vous rendre compte que ce que vous souhaitez ne va pas se produire immédiatement, mais cela pourra se produire sur le long terme. Donc, soyez patient, faites le suivi avec vos négociateurs, et ensuite, si vous voulez avoir un impact vraiment sur la COP, essayez d'aller voir les points focaux directement maintenant, dès maintenant. Parce que plus vous travaillez tôt, plus vous leur donnerez de temps pour se préparer. Voilà, ce que j'avais à dire. Et ensuite, comment parler des sujets, contentieux avec les négociateurs? C'est une très bonne question. Moi, je peux y répondre. Il y a certains sujets qui peuvent être controversés, qui peuvent être complexes à aborder dans une conversation avec, différents sujets entremêlés, avec, différents, instances concurrentes. Donc essayez d'être le plus spécifique possible dans vos, suggestions. Donc plus vous serez spécifique, moins il y aura de controverses. Vous pouvez juste, essayer de proposer un petit ajout à un texte pour que, les négociateurs puissent le reprendre. Et ensuite, une très bonne question. Est-ce que vous avez des suggestions pour les jeunes qui arrivent dans cet espace? Parce que certains espaces ont déjà, leur propre groupe, donc comment est-ce qu'on arrive dans ces espaces? Comme j'ai dit, il faut se former déjà et ensuite suivre des comptes sur les réseaux sociaux, qui postent des choses sur, les opportunités dans les pavillons et pas seulement au sein des négociations. Donc plus vous êtes au courant, de différentes choses, plus vous, identifierez des opportunités. À la dernière COP, par exemple, nous avons vu qu'il y avait une personne de la Banque mondiale qui allait parler à un événement. Donc, nous sommes allés à cet événement et nous avons pu parler à cette personne de la Banque mondiale. Donc, il faut un peu planifier sa participation, de savoir à qui nous voulons parler, et c'est vraiment d'être le plus informé possible via les réseaux sociaux. Et ensuite, l'empreinte carbone de la COP est vraiment très élevée avec tous les vols, etc. Est-ce qu'il est possible, d'arriver à zéro émission nette en participant à la COP? Est-ce qu'il y a des systèmes? Nous essayons d'y travailler. Nous y travaillons. On peut toujours compenser. Si vous allez, participer à une COP, vous pouvez compenser vos émissions. Vous allez calculer combien vous allez émettre et ensuite, entrer dans des programmes de compensation. Vous n'êtes pas obligé de faire, avec une compagnie déterminée. Vous pouvez choisir, une compagnie. Par exemple, Pablo de GYC, il compense ses émissions avec, une société de reforestation au Mexique. Ça, c'est un exemple. Mais il existe, des mécanismes, vous utilisez peut-être ces mécanismes aujourd'hui, vous pouvez les utiliser. Et maintenant, dernière question, est-ce qu'il y a des changements
de perspective en passant du rôle d'activiste à celui de rôle de négociateur. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? Peut-être que Amy peut répondre, mais moi, c'est ma première année où je vais devenir un négociateur, donc je ne sais pas quel va être mon changement de perspective. Moi, j'essaye, de réfléchir. Lorsque vous, commencez à participer, à des négociations, il y a différentes perspectives, donc vos attentes sont plus faibles parce que vous réalisez à quel point, les choses sont difficiles. C'est vraiment un va-et-vient diplomatique depuis des années et des années de diplomatie et d'analyse. Donc lorsque vous êtes négociateur, vous devenez plus patient et vous pensez vraiment plus au long terme. Parce que dans tous les cas, nous sommes à 1,5 degré. Donc voilà, c'est, vraiment un processus en cours. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose et ensuite vous pourrez compléter. Moi, je voudrais dire que lorsqu'on parle du contexte égyptien, nous avons des approches, de la jeunesse sur, les, pertes et dommages. Il y avait un document. Je vais essayer de trouver le bon terme. Nous n'avons pas dit exactement, voilà ce que nous représentons. Mais nous avons pris le document et nous avons reçu ce document de la jeunesse. Est-ce qu'on peut l'étudier? Donc, vous demandez aux négociateurs de faire le lien avec vous. Et une autre chose, Amy, Marie-Claire, Jen, nous aimerions beaucoup vous, inviter à la session que nous aurons en novembre. Ce sera une session interactive. Donc, je vous enverrai un email avec plus de détails et si vous êtes intéressé, ce serait génial que vous participiez. OK, merci. Merci à toutes et tous. Donc maintenant, nous allons, revenir aux diapositives originales et ensuite nous allons passer au sein de petits groupes. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. Rappelez-vous que le 26 septembre, il y aura le webinaire sur les énergies renouvelables dans le sud global. Donc, inscrivez-vous parce que, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que plus vous en savez, plus vous serez préparés pour la COP. Parfois, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de préparé, mais en fait, il y a toujours un problème. Donc, notre prochaine, session sera le 19, septembre. C'est la session sur la sortie des, combustibles fossiles et moi, je vais présenter, cette session et il y aura différents intervenants. Donc la prochaine, session du 19 septembre, nous aurons Moy Guiquita de mon pays, de l'Équateur, qui est, coordinateur du projet, Waponi Amazon. Il est très célèbre sur Instagram et ce sont des gens qui sont en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Et ensuite, nous avons la GOAT, Alexis McGivern, qui est, responsable intégrité de Net Zero chez Ofog Net Zero. Elle est directrice de programme du Global Youth Coalition. Et ensuite, nous aurons Navroz Doubache, professeur d'affaires publiques et internationales à l'Université de Princeton. Ce sont vraiment des orateurs exceptionnels